Donc, on va commencer par l'appareil génital féminin. Pour rôle, pour fonction. Bien sûr, l'appareil génital féminin, par l'intermédiaire des ovaires, il permet la production des gamètes féminins haploïdes, qui sont les ovocytes, contenant un chromosome QADN, d'accueillir les gamètes masculins, qui sont les spermatozoïdes, et de fournir un environnement à l'implantation de l'œuf, ainsi que par la suite la nutrition de l'œuf, et vers la fin, la formation du fœtus qui sera expulsé lors de l'accouchement. Cet appareil féminin comporte quoi? Il est formé par 2 ovaires, 2 trompes de Fallope qui chacune contient 4 segments qui sont le pavillon, l'ampoule, l'isthme et la portion interstitielle. Un utérus, organe de la gestation, un vagin, l'organe de copulation, ainsi que les organes génitaux externes. 2 ovaires, l'ovaire droit, l'ovaire gauche, 2 conduits musculo-membraneux qu'on appelle trompe de Fallope, ou bien trompe utérine, ou bien oviducte, qui vont déboucher dans un organe médian et impair qu'on appelle l'utérus. C'est l'organe où se fait la gestation. Et en bas de l'utérus, vous avez le vagin, l'organe de copulation, et vers la fin, on a les organes génitaux externes qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire les grands lèvres et les petits lèvres. En ce qui concerne l'utérus, il est formé par 3 parties. Vous avez le fond, vous avez l'isthme et le col. On l'appelle col ou l'aile cervix. La paroi utérine, elle est formée par 3 couches qui sont de l'intérieur à l'extérieur, l'endomètre ou bien muqueuse. On l'appelle endomètre ou bien muqueuse. Il est formé par un épithélium prismatique ainsi qu'un chorion. Donc, la définition de la muqueuse, elle est formée par épithélium et un chorion. Puis, vous avez une deuxième couche formée par des fibres musculaires lisses qu'on appelle le myomètre ou bien la musculeuse. Et en fin de compte, une troisième couche externe protectrice qu'on appelle la séreuse. Et au-dessous de l'utérus, vous avez le vagin. Donc, on va commencer la description des gonades féminines qui sont l'ovaire. Bien sûr, ils sont au nombre de 2. L'ovaire est considéré comme une glande à double fonction. Une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine, c'est la production des ovocytes, des gamètes féminins. Et la deuxième fonction endocrine ovarien, c'est la production des hormones sexuelles, représentées essentiellement par les œstrogènes et la progestérone. La définition des ovaires, ce sont des gonades féminines, organes ovoïdes de 4 cm sur 2 à 3 cm, occupant la cavité pelvienne, maintenus dans leur position par 4 ligaments, et ont une activité cyclique qui commence de la puberté jusqu'à la ménopause. Généralement, la puberté chez la fille, elle est entre 12 à 13 ans. Elle se termine avec la ménopause où le stock des ovocytes dans les 2 ovaires est égal à 0. Chaque ovaire présente 2 zones. Du point de vue copistologique, il est formé par 2 zones. Une zone périphérique qu'on appelle le cortex ovarien ou bien la corticale. Et au niveau de la partie centrale, vous avez la deuxième zone qu'on appelle la médulla ou bien médullaire. Donc, ça, c'est une copistologie de l'ovaire. Donc, vous avez les 2 couches, une couche périphérique qu'on appelle le cortex ou bien la corticale ovarien, et une partie centrale qui est richement vascularisée qu'on appelle la médullaire ou bien médulla. Maintenant, on va parler un petit peu de quoi est composée cette partie. Donc, on remarque surtout la présence des différentes follicules en voie de différenciation et maturation. Par exemple, ici, vous avez des follicules primordiaux, vous avez des follicules primaires, des follicules secondaires, follicules tertiaires, et en fin de compte, au J14, au milieu du cycle, vous avez un follicule de Graaff, ou bien follicule mûr, qui va faire une pente ovulatoire vers J14, où il va libérer un ovocyte 2 avec un premier globule polaire, suite à une décharge de la LH. Le reste du follicule mûr, bien follicule de Graaff, bien sûr, par la suite, il va donner un follicule déhiscent. Et par la suite, ce follicule déhiscent, à son tour, il va se transformer en corps jaune. En ce qui concerne les corps jaunes, vous avez 2 types. Si vous n'avez pas de fécondation, ce corps jaune, il a une durée de vie de 10 jours. Il va mourir vers la fin du cycle menstruel de la femme, vers le J28. Si vous avez, dans le deuxième cas, une fécondation, ce corps jaune va se transformer en corps jaune gestationnel. Le corps jaune qui dure 10 jours, on l'appelle corps jaune progestatif. Par contre, dans le deuxième cas, lorsque vous avez une fécondation, on l'appelle corps jaune gestationnel.
qui dure 3 mois, qui va assurer le maintien de cette grossesse au cours du premier trimestre de la grossesse, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et vers la fin, ce corps jaune, le reste, il va donner un corps dégénératif qu'on appelle le corps albicans. Donc, vous remarquez au sein de la corticale, vous avez les différentes phases de la folliculogénèse, c'est-à-dire les différentes follicules qui contiennent chacun un ovocyte 1 qui est bloqué en prophase de la première division. Maintenant, pour la médullaire, vous remarquez la médullaire, elle est caractérisée par l'absence totale des follicules. On ne trouve jamais de follicules ovariens ou les corps jaunes au sein de la partie centrale de l'ovaire. Par contre, on trouve un tissu conjonctif lâche qui est richement vascularisé, contenant uniquement des vaisseaux sanguins, artères et veines, des vaisseaux lymphatiques ainsi qu'une richesse en innervation, des fils nerveux. Sur ce schéma, c'est pour vous montrer la description de la corticale. Donc, la corticale, généralement, elle est formée, d'abord, vous avez une couche externe protectrice qu'on appelle épithélium germinatif, ou bien ovarien. Il est formé par un épithélium cubique simple. Au-dessous, vous avez une deuxième couche conjonctive qui va limiter l'ovaire, on l'appelle l'albigénie, de nature conjonctive. Elle est riche en fibroblastes, fibrocytes et fibres de collagène. Et par la suite, vous avez la troisième couche profonde, c'est la corticale proprement dite, contenant les différentes follicules en voie de différenciation, maturation, ainsi que le corps jaune. Bien sûr, l'ovaire, il est maintenu au période pelvienne par le mésovarien. Maintenant, on va parler un petit peu de la folliculogénèse. Donc, la folliculogénèse, c'est les différentes follicules. Commençons par la première étape, vous avez un follicule primordial qui va se transformer en follicule primaire. Par la suite, le follicule primaire, à son tour, va se transformer en follicule secondaire. Et par la suite, le follicule secondaire va se transformer en follicule tertiaire, cavitaire. Et vers la fin, vers J14, au milieu du cycle, vous avez un follicule mûr ou bien follicule de Graaff. Après la pente ovulatoire, toujours, le follicule mûr va se transformer en follicule vieillissant qui va à son tour se transformer en corps jaune. Donc, voici des schémas explicatifs des différentes follicules. Par exemple, sur le premier schéma, vous avez le premier follicule. Normalement, vous avez le follicule primordial qui va donner le follicule primaire. Maintenant, la description d'un follicule primaire. Il est formé par quoi? Il est formé par un ovocyte 1, c'est-à-dire qui est bloqué en prophase de la première division, contenant un noyau. C'est une cellule normale, deuxième chromosome 2Q d'ADN, c'est-à-dire vous avez 23 chromosomes. Ça, c'est la membrane cytoplasmique de l'ovocyte. Puis, vous avez une seule couche de cellules folliculeuses aplaties qui prend naissance à partir du tissu conjonctif de voisinage. Et vers la fin, vous avez une troisième membrane qu'on appelle la membrane du Slavjensky. Ce follicule primaire, qui est de 45 micromètres de diamètre, à son tour, va se transformer par la suite en follicule secondaire. Follicule secondaire. L'ovocyte, il reste le même, toujours un ovocyte 1 qui est bloqué en prophase de la première division, contenant 2N, 2Q, 2N chromosome, 2Q ADN. La membrane cytoplasmique, puis vous avez la multiplication des cellules folliculeuses. On a ici plusieurs couches de cellules folliculaires, ou bien folliculeuses. Donc ça, c'est le follicule secondaire. On remarque ici, dans le follicule secondaire, il y a le commencement de l'apparition des deux TEC, TEC interne et TEC externe. Et aussi, on peut mettre en évidence l'apparition d'une membrane qu'on appelle la membrane pullucite ou bien zone pullucite. Par la suite, on va passer à la troisième étape où le follicule secondaire va se transformer en follicule tertiaire cavitaire. Ça, c'est un schéma, ça, c'est une coupe, coloration. Donc, vous avez toujours un ovocyte 1 qui est bloqué en prophase de la première division. Vous avez plusieurs couches de cellules folliculeuses ou bien folliculaires, on l'appelle aussi granulosa. Cellule granulosa ou bien cellule folliculaire ou la cellule folliculeuse. Vous avez ici une membrane qu'on appelle la membrane de Slavjensky. Elle n'est pas visible sur cette coupe. Et en dehors, vous avez normalement les deux TEC, une TEC interne cellulaire et une TEC externe fibreuse. Dans le follicule tertiaire ou bien cavitaire, on met en évidence l'apparition d'une cavité qu'on appelle la cavité folliculaire ou bien entrombe. Elle est remplie par le liquide folliculaire. Donc déjà, le diamètre est le plus important par rapport au précédent. L'ovocyte toujours bloqué en prophase de la première division. On remarque ici une multiplication très importante de cellules folliculaires ou la granulosa, la présence de la membrane de Slavjensky, les deux TEC internes et externes, et la présence de la cavité folliculaire ou bien
l'antrome. Donc, on l'appelle follicule tertiaire, du fait qu'il y a l'existence et l'apparition de cette cavité qu'on appelle la cavité folliculaire ou l'antrome remplie par le liquide folliculaire. Et vers la fin, vers J14, ça c'est une coupe histologique, coloration trichome de Masson. Donc, vous remarquez toujours l'ovocyte 1 qui est bloqué en prophase de la première division, la cavité folliculaire ou l'antrome, des milliers de cellules qu'on appelle granulosa ou la cellule folliculaire ou la cellule folliculeuse. Une membrane ici qui n'est pas visible qu'on appelle la membrane de Slavjensky. Et bien sûr, en dehors, vous avez les deux TEC, TEC intercellulaire qui produit des hormones, surtout les androgènes, et une TEC externe protectrice formée surtout par des fibroblastes, fibrocytes, ainsi que les fibres de collagène. Donc, vers J14, vous avez normalement ce follicule mûr ou bien follicule de Graaff qui va faire la pente ovulatoire, J14, au milieu du cycle, suite à une décharge de la LH, hormone luteinisante. Maintenant, on va parler de l'ovogénèse. Comment se fait la formation des ovocytes? Donc, ces deux phénomènes sont concomitants, se passent en même temps l'un à côté de l'autre. Donc, cette ovogénèse qui est une fonction exocrine de l'ovaire. On a dit que l'ovaire présente double fonction, une fonction exocrine et une fonction endocrine. La fonction exocrine, c'est la formation des gamètes féminines qu'on appelle les ovocytes. Bien sûr, en première étape, vous avez des ovogonies qui vont se transformer par la suite pour donner des ovocytes qui sont tous bloqués en prophase de la première division, mais le 7e mois de la vie fœtale jusqu'à la puberté. On a pratiquement un stock de 400 000 follicules primordiales contenant tous des ovocytes 1 qui sont tous bloqués en prophase de la première division de la méiose. Donc, il y a une division réductionnelle. Donc, tous les ovocytes sont bloqués en prophase de la première division dans les deux ovaires, bien sûr, l'ovaire droit ou l'ovaire gauche. Mais la vie fœtale, surtout le 7e mois d'un fœtus, jusqu'à la puberté qui commence entre 12, 13, 14 ans chez la fille. Cette ovogénèse se déroule régulièrement de manière cyclique. C'est-à-dire chaque mois, vous avez une pente ovulatoire avec les règles vers la fin du cycle, s'il n'y a pas de fécondation. Et ce cycle, il se déroule pendant toute la vie de la fille jusqu'à la ménopause où le stock dans les deux ovaires est égal à 0. C'est-à-dire on ne trouve pas des ovocytes du fait qu'ils sont expulsés ou bien dégénérés lors du cycle génital de la femme. Donc, on a parlé de la folliculogénèse, on a parlé de l'ovogénèse. Maintenant, on va parler un petit peu de l'ovulation. L'ovulation, c'est quoi? C'est la libération d'un ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase de la deuxième division avec la libération d'un premier globule polaire. Suite à une rupture folliculaire qui se passe toujours vers J14, généralement, le cycle de la femme, il est de 28 jours. J1 tel J28. Mais J1 tel J14, c'est la première phase, la phase folliculaire, où il y a la préparation d'un follicule de Graaff. Vers J14, vous avez un pic de FSH et surtout le pic de LH. C'est lui qui va provoquer la pente ovulatoire, la déchirure du follicule mûr, ainsi que la libération de l'ovocyte 2 avec le premier globule polaire. Je reviens que cette ovulation, elle est suite à une décharge de la LH. Donc, la LH, hormone luteinisante, c'est elle qui est responsable de la pente ovulatoire et la libération d'un ovocyte 2 avec son premier globule polaire à partir d'un ovocyte 1 qui va continuer la première division qui était bloquée pendant des années. Donc, vous remarquez, pendant la vie embryonnaire et fœtale, vous avez des stocks des ovogonies à 2N qui vont se transformer par la suite vers le 5e mois en ovocyte 1. Donc, tous, ils vont se bloquer en ovocyte 1, c'est-à-dire bloqués en prophase de la première division. Puis, ils commencent à s'entourer par quelques cellules folliculaires. Pratiquement toutes les cellules et les ovocytes 1 qui se trouvent dans les deux ovaires vont s'entourer par une couche de cellules folliculaires. Ils vont donner ce qu'on appelle des follicules primordiaux. Donc, vers le 7e mois, on compte 7 millions de follicules primordiaux dans les deux ovaires. Et chaque follicule primordial il est formé par un ovocyte 1 bloqué en prophase de la première division, une couche de cellules folliculeuses, une membrane de Slavjensky. Donc, cette structure, on l'appelle follicule primordial. Donc, vers le 7e mois de la vie fœtale, vous avez un stock de 7 millions de follicules primordiales dans les deux ovaires. À la naissance, chez un embryon de sexe féminin, de ces 7 millions qui étaient vers le 7e mois, il ne reste que 1 million. Ovocyte 1
bien sûr, se trouvent dans des follicules primordiaux. Donc, maintenant, par la suite, de la naissance à la puberté, de ces 1 million, il ne reste que 400 000 follicules primordiaux. De ces 400 000, il y a uniquement 400 follicules primordiaux qui vont faire la pente ovulatoire au cours du cycle menstruel, mais la puberté, jusqu'à la ménopause. Donc ça, c'est la folliculogénèse, où chaque follicule primordial va se transformer en follicule primaire. Le follicule primaire va se transformer en follicule secondaire. Le follicule secondaire va se transformer en follicule cavitaire. Et vers J14, vous avez le follicule cavitaire, bien sûr qu'un seul qui va dominer les autres pour donner un follicule mûr ou de la follicule de Graaff. Et vers J14, vous avez ce follicule mûr, il va libérer un ovocyte 2 qui est bloqué une deuxième fois en métaphase. Donc celui-là, l'ovocyte 1, il est bloqué en prophase de la première division. Après la pente ovulatoire, vous avez deux cellules de taille inégale. Donc ici, on observe uniquement l'ovocyte 2. Normalement, l'ovocyte 2 est un premier globule polaire qui n'est pas visible sur ce schéma. Ça, c'est le noyau de l'ovocyte 2. Ça, c'est le cytoplasme, la membrane cytoplasmique. Donc, vous avez un ovocyte 2 contenant un chromosome 2 Q d'ADN. Donc, ça, c'est la première, donc l'achèvement de la première division de la méiose, qu'on appelle la division rédictionnelle, où chaque ovocyte 1, il va terminer la première division rédictionnelle de la méiose pour donner deux cellules de taille inégale, qu'on appelle ovocyte 2, et un premier globule polaire qui n'est pas visible sur ce schéma. Et bien sûr, dans le cytoplasme, dans les deux cellules, vous avez une réduction dans le nombre de chromosomes et une réduction de la quantité d'ADN. Je vais expliquer ça sur un autre schéma. Ce que vous avez ici, c'est un schéma explicatif qui vous montre les derniers stades de la folliculogénèse. Donc, étape 1, 2, 3. On est vers J14. Vous avez un follicule mûr ou bien follicule de Graaff, contenant un ovocyte 1, bloqué en prophase de la première division, la cavité folliculaire ou l'entrome. Tout ça, c'est les folliculeuses ou bien granulosa. Normalement, dans les cellules folliculeuses ou la granulosa, on a deux catégories de cellules qui sont bien spécifiques. Il y a une couche de cellules folliculeuses qui entoure l'ovocyte 1, on l'appelle corona radiata, et cette partie de cellules folliculeuses qui se trouve entre l'entrome et l'ovocyte, on l'appelle cumulus ovoris. Donc, en général, vous avez les cellules de granulosa, mais vous avez d'autres variétés de cellules granulosa qui sont plus spécifiques, ils ont un nom. Donc, une couche cellulaire de cellules granulaires ou la granulosa qui se trouve accolée à la zone pilocyte. On l'appelle corona radiata. Elle n'est pas visible sur ce schéma. Et le reste de ces cellules qui se trouvent emprisonnées ici entre la cavité folliculaire et l'ovocyte 1, on l'appelle cumulus ovoris. Deuxième étape, ça c'est après la décharge de la LH. On est vers J14 au milieu du cycle. Cette follicule mûre, il va libérer son ovocyte 1. Donc, dès qu'il va être libéré, il va terminer la première division de la méiose pour donner deux cellules de taille inégale, une grande cellule qu'on appelle ovocyte 2 qui va se bloquer une deuxième fois en métaphase de la deuxième division, accompagnée d'un premier globule polaire, une petite cellule, très petite, contient le même nombre de chromosomes et la même quantité d'ADN que l'ovocyte 2, les cellules de la corona radiata, les cellules du cumulus ovoris, ainsi que les liquides folliculaires. Donc, tous ces éléments vont accompagner l'ovocyte 2 lors de la pente ovulatoire. Bien sûr, cet ovocyte 2 sort par cette partie de l'ovaire qu'on appelle le stigma ou l'apex. Le reste du follicule mûr va se transformer en follicule déhiscent. Et par la suite, ce follicule déhiscent va donner un corps jaune. Le corps jaune, il est considéré qu'une glande endocrine. Il est formé par un coagulum central, des grandes cellules lutéales qui vont sécréter la progestérone et des petites cellules lutéales qui ne sont pas visibles, qui proviennent à partir de la tête interne. Pour le corps jaune, il est considéré comme glande endocrine. Il est responsable de la synthèse et l'excrétion des oestrogènes et la progestérone. Donc, l'origine qu'a le corps jaune, il provient à partir du follicule déhiscent. De quoi est composé le corps jaune? Il est formé par trois éléments. À l'intérieur, il y a une grande cavité remplie par du sang qu'on appelle coagulum central. En dehors, vous avez d'autres variétés de cellules, des grandes cellules et des petites cellules qui ne sont pas visibles sur ce schéma. Les grandes cellules, on appelle les grandes cellules lutéales.
à fonction endocrine qui n'étaient auparavant que les cellules de granulosa. Donc, les cellules de la granulosa après la pente ovulatoire vont se transformer en grandes cellules lutéales qui sont responsables de la synthèse et l'excrétion de la progestérone. Maintenant, pour les cellules de la tête interne, qui n'est pas visible, après la pente ovulatoire, ces cellules de la tête interne vont se transformer en petites cellules lutéales. Petites cellules lutéales qui sont responsables de la synthèse des oestrogènes. Donc, c'est la cellule de la tête interne, c'est elle qui va fabriquer une certaine quantité d'oestrogènes, plus les androgènes. Donc, les androgènes, la femme, elle n'a pas besoin des androgènes. Donc, la partie des androgènes qui est fabriquée par les cellules de la tête interne va traverser et va pénétrer dans les cellules de la granulosa. Les cellules de la granulosa possèdent une enzyme spéciale qu'on appelle aromatase. Et cette aromatase, c'est elle qui va permettre la conversion des androgènes en œstrogènes, parce que la femme, elle a besoin surtout des œstrogènes. Après la pente ovulatoire, vous avez les cellules de la granulosa vont se transformer en grandes cellules lutéales qui continuent à sécréter quand même une certaine quantité d'œstrogènes, mais surtout la progestérone. La totalité de la progestérone, une certaine quantité d'œstrogène. Maintenant, pour les cellules de la tête interne qui ne sont pas visibles ici sur le schéma, vont se transformer en petites cellules lutéales qui sont responsables de la synthèse et l'expression de l'œstradiol, l'œstrogène, E2. Si vous n'avez pas de fécondation, on l'appelle corps jaune progestatif, qui a une durée de vie de 10 jours, il va mourir vers la fin du cycle. Par la suite, il va donner un corps albicans. Si vous avez une grossesse, par l'intermédiaire de l'hormone ACG, qui est synthétisée et excrétée par le cytotrophoblast ou le syncytotrophoblast, cette bêta-ACG, elle va permettre le maintien de ce corps jaune. Il ne va pas mourir du fait qu'il y a une fécondation. Il va carrément se transformer en corps jaune gestatif qui a une durée de vie de 3 mois. Il va assurer le maintien de la grossesse au cours du premier trimestre de la grossesse, le premier mois, deuxième mois, troisième mois, où vous avez une sécrétion œstrogène, surtout progestérone, d'origine le corps jaune gestatif. Après, vers la fin du troisième mois de la grossesse, ce corps jaune gestatif il va mourir, il va dégénérer, il va se transformer en corps albican. Et par la suite, le relais, il est pris par le placenta, qui va continuer à sécréter les œstrogènes et la progestérone pour un bon déroulement de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Les follicules involutifs, c'est-à-dire les follicules atrésiques, au cours du cycle menstruel, pratiquement 90% des follicules primordiaux, ils vont se transformer par la suite au cours de la folliculogénèse en follicules primaires, bas de follicules secondaires, bas de follicules tertiaires. Et vers J14, il n'y a qu'un seul follicule qui arrive à maturité. Les autres vont dégénérer, ils vont se transformer en ce qu'on appelle en atrésie folliculaire. Ils vont mourir. Et pratiquement 90% des follicules primordiaux, ils vont se transformer en follicules atrésiques. Les autres vont dégénérer aux différents stades, soit stade follicule primordial, ou la follicule primaire, ou la follicule pré-antro, ou la follicule antro. Tous ces stades jusqu'au follicule antro, ils sont intéressés par l'atrésie folliculaire. Plusieurs types de follicules involutifs. On peut avoir des follicules dégénératifs, des follicules hémorragiques, des follicules técogènes, où les TEC restent, activité endocrine, ou bien un follicule qui contient beaucoup de sang hémorragique, qui quand même continuent à garder une activité endocrine qui peuvent perturber le cycle menstruel de la femme. Ça, c'est un résumé de la folliculogénèse. Donc, l'ovogénèse, en première étape pendant la vie embryonnaire et fœtale, vous avez des cellules souches qu'on appelle les ovogonies. C'est des cellules normales, germinales, contenant 2 N, 2 Q, ADN, qui vont se multiplier pour donner d'autres ovogonies. Et par la suite, chaque ovogonie à son tour va se diviser en 2 ovogonies, toujours des cellules diploïdes contenant 2 N chromosomes, 2 Q d'ADN. Et par la suite, chaque ovogonie va se transformer en ovocyte 1, contenant un noyau qui est bloqué en prophase de la première division de la méiose. Donc des ovocytes 1 contenant 2 N chromosomes, 2 Q d'ADN. Vers le 7e mois, on compte entre 5 à 7 millions d'ovocytes 1 qui sont tous dans des follicules primordiaux. Maintenant, le 7e mois, à la naissance, de ces 7 millions de follicules primordiaux contenant des ovocytes 1, bloqués tous en prophase de la première division, il ne reste que 1 million. 6 millions vont dégénérer. Maintenant, de la naissance, à la puberté, il ne reste de cet 1 million 400 000 follicules primordiaux.
Maintenant, la puberté, de ces 400 000, il n'y en a que 400 qui vont faire la pente ovulatoire. Par exemple, je fais un exemple. On est vers 13 ans. C'est la ménarchie, c'est l'apparition des premières règles de la fille. On est vers 13 ans ou là 12 ans. Vous avez un stock de follicules primordiaux de 400 000 dans les deux ovaires. Dans les deux ovaires, vous avez la folliculogénèse. Parfois dans l'ovaire droit, parfois c'est l'ovaire gauche où vous avez la folliculogénèse, parfois les deux. Par exemple, je prends un exemple, c'est l'ovaire droit qui va travailler où il va nous préparer un follicule mûr. L'ovaire droit, par exemple, il contient, je divise 200 000, 200 000, fait 200 000 follicules primordiaux. De ces 200 000, vers l'âge de 11 ans, vous avez 10 follicules primordiaux qui vont entamer la folliculogénèse. Ces follicules primordiaux qui sont au nombre de 10, donc on va enlever 10 follicules par rapport à 200 000. Donc 10 follicules primordiaux vont se transformer tous en follicules primaires, en follicules secondaires. Le follicule secondaire, de ces 10, il n'y en a qu'un follicule qui va donner un follicule dominant. C'est lui qui va terminer la folliculogénèse. Et les 9 follicules, on les appelle des follicules atrésiques. Ils vont dégénérer. Ils vont mourir. Mais ils ne vont pas mourir directement. Ils vont quand même rester fonctionnaires en libérant les oestrogènes ainsi que les androgènes pendant quelques jours. De ces 10, il n'y en a qu'un seul qui va dominer. Il va terminer sa croissance folliculaire. Il va donner follicule cavitaire et par la suite follicule mûr. Et les 9 vont se transformer en follicules atrésiques. Maintenant, le deuxième mois, c'est l'ovaire gauche qui va travailler. De ces 200 000, par exemple, vous avez 6 follicules primordiaux qui vont entamer la folliculogénèse. Donc, ils vont passer au stade de follicule primaire, de follicule secondaire. On est vers G6, G7. Vous avez un léger pic de la FSH qui va choisir qu'un seul follicule qui va terminer sa croissance folliculaire en se transformant en follicule mûr ou la follicule de Grave vers J14. Et les 5 vont se transformer en follicule atrésique. C'est pour cela, vers la fin, à la ménopause, mais les 400 000, en suivant chaque mois, il n'y en a que 400 à 500 follicules primordiaux qui vont terminer sa croissance pour donner un follicule mûr avec la pente ovulatoire. Et le reste vont dégénérer pour donner des follicules atrésiques contenant des ovocytes 1 bloqués en prophase de la première division. Donc, ce que vous avez ici, c'est uniquement l'ovogénèse sur ce schéma. L'ovogénèse, vous avez 3 phases. Première phase, la phase de multiplication qui se passe pendant la vie embryonnaire et fœtale. Une belle phase de croissance, c'est pendant la puberté, c'est-à-dire l'ovocyte va se préparer à la méiose. Il y a une augmentation de la quantité d'ADN, il y a une augmentation de cytoplasme, c'est-à-dire ici, le noyau. Le nombre de chromosomes, il reste le même. Il était 2 N, 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 46 chromosomes. Et le cytoplasme, vous avez une synthèse protéique très importante. C'est-à-dire on est vers la deuxième phase, après la phase de multiplication, on va passer à la deuxième phase de l'ovogénèse, c'est la phase de croissance, où vous avez une croissance cytoplasmique et une croissance nucléaire. C'est-à-dire le cytoplasme, il va augmenter de volume, la cellule, elle va se préparer à la méiose, qui est une division complexe et très longue, elle dure 22 à 23 jours. Et en même temps, dans le noyau, la quantité d'ADN, elle va doubler. Elle passe de 2Q à 4Q. Par contre, le nombre de chromosomes est le même, 23 paires de chromosomes, 2 chromosomes, 46 chromosomes. Et maintenant, ce que vous avez ici, ça y est, c'est le cycle menstruel. On est vers J14, où chaque ovocyte 1, qui était bloqué pendant des années de la vie fœtale, à la puberté, en prophase de la première division, et nota bene, ce blocage, il est dû à une hormone qu'on appelle OMI. L'origine de cette hormone qu'on appelle OMI, c'était ovocyte inhibiteur myosis, c'est les cellules folliculaires. Les cellules folliculaires qui sont le corona radiata, ils vont libérer une hormone qu'on appelle OMI. Cette hormone, elle va pénétrer à l'intérieur du cytoplasme ainsi que le noyau de l'ovocyte 1, et c'est elle qui est responsable du blocage du noyau en prophase de la première division pendant la vie embryonnaire et fœtale, surtout fœtale. Vous remarquez ici que la méiose, pendant la vie fœtale, elle est bloquée, elle est bloquée, elle est bloquée jusqu'à la puberté, sous l'effet d'une hormone qu'on appelle OMI. Donc maintenant, on est vers J14. Une fois qu'il y a la pente ovulatoire, il n'y a pas de communication entre les cellules de la granulosa et l'ovocyte. Donc il n'y a pas de passage de cette OMI.
D'où par la suite, cet ovocyte 1, il va terminer la première division de la méiose, qu'on appelle la division réductionnelle. Et cette cellule mère qu'on appelle ovocyte 1, elle va donner deux cellules de taille inégale. Elle va donner une grande cellule qu'on appelle ovocyte 2. Voici ovocyte 1, qui était par la phase de croissance cytoplasmique et nucléaire. Donc ici, après la pente ovulatoire, il n'y a pas de communication entre l'ovocyte 1 et les cellules de granulosa qui ont libéré auparavant l'OMI qui a bloqué l'ovocyte pendant des années. Donc cet ovocyte 1, il va terminer la première division de la méiose. Il était bloqué en prophase 1. Il va passer métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Et après la terminaison de la télophase 1, on va obtenir deux cellules de taille inégale. Une grande cellule qu'on appelle ovocyte 2 qui va se bloquer une deuxième fois en métaphase de la deuxième division de la méiose. Vous remarquez métaphase, pourquoi? Parce que le chromosome se place au niveau de la plaque équatoriale. Et il va donner une deuxième cellule de taille très petite par rapport à la précédente. Cette cellule qu'on appelle le premier globule polaire. Donc, après la pente ovulatoire, on va terminer la première division de la méiose qu'on appelle la division réductionnelle. Pourquoi réductionnelle? Parce qu'elle intéresse le noyau. C'est-à-dire, dans le nombre de chromosomes qui était 2N, il va passer un chromosome pour l'ovocyte 2 et un chromosome pour le premier globule polaire. Et la quantité d'ADN qui était doublée ici, qui était de 4Q, elle va se diviser en deux. 2Q, elle va passer pour le premier globule polaire et 2Q, elle va passer dans l'ovocyte 2. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la première division de la méiose, division réductionnelle. Ça, on est vers la troisième phase et la dernière de l'ovogénèse, qu'on appelle la phase de maturation ou la méiose. Il reste bloqué en métaphase de la deuxième division. On ne connaît pas l'hormone qui est responsable de ce blocage. L'hormone, on l'appelle l'OMI. Par contre, ici, il y a une hormone qu'on ne connaît pas son origine, et c'est elle qui est responsable du blocage de l'ovocyte 2 en métaphase de la deuxième division. Le déroulement de la deuxième et la continuité de la deuxième division de la méiose qu'on appelle la division équationnelle, elle est en rapport intime avec la fécondation. S'il y a une fécondation, cet ovocyte 2, il va terminer la deuxième division de la méiose pour donner un ovule et un deuxième globule polaire contenant un chromosome et Q d'ADN. Maintenant, dans le deuxième cas, s'il n'y a pas de fécondation, cet ovocyte 2, il reste bloqué en métaphase de la deuxième division. Il sera expulsé lors des règles, la menstruation. Les règles, vous avez la sortie de l'ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase de la deuxième division avec du sang incoagulable et toute la partie superficielle de l'endomètre, elle va se désintégrer, elle va sortir avec les règles. Maintenant, on va parler un petit peu du contrôle neuro-endocrinien de cette ovogénèse. Donc, on est en 3 niveaux. Vous avez ici l'axe hypothalamo-hypovisaire. On est au niveau du cerveau, où vous avez une petite glande endocrine qui se trouve dans le sel turcique qu'on appelle l'hypophyse. Ça, c'est l'hypophyse. Au-dessous de l'hypophyse, vous avez une deuxième glande qu'on appelle l'hypothalamus. C'est pour ça qu'on parle de l'axe où le système porte hypothalamo-hypovisaire, deux glandes. Une glande en haut qu'on appelle l'hypothalamus. Une glande en bas qui se trouve dans la selle turcique qu'on appelle l'hypophyse. Les deux, c'est des glandes endocrines qui vont former l'axe hypothalamo-hypovisaire où le système porte hypothalamo-hypovisaire. Donc, ce qui nous intéresse dans cette glande, la première glande hypothalamus, il va sécréter une hormone qu'on appelle la GnRH, Releasing Hormone. Cette hormone, elle va agir sur la partie antérieure de l'hypophyse, parce que dans l'hypophyse, vous avez deux parties, une partie antérieure, une partie postérieure. La partie antérieure qu'on appelle adénohypophyse ou l'hypophyse antérieure, elle est responsable de la synthèse et l'excrétion de plusieurs hormones. Parmi ces hormones, par exemple, comme la prolactine, comme FSH, LH, hormones de la croissance, la TSH. Donc, vous avez plusieurs hormones sécrétées par l'hypophyse antérieure. Et la partie postérieure, on l'appelle post-hypophyse ou la neurohypophyse qui est responsable de la sécrétion de l'ocytocine et l'ADH. Ce qui nous intéresse pour notre cours, c'est la partie antérieure de l'hypophyse qui, sous l'effet d'une hormone d'origine hypothalamique, qui va stimuler la synthèse et l'excrétion de deux hormones qu'on appelle FSH et la LH, hormones
folliculo-stimulante qui joue un rôle surtout au cours de la première phase folliculaire, J1 à J14, c'est le cycle menstruel de la femme qui commence de J1 à J28. Au milieu, c'est J14, c'est là où se fait la pente ovulatoire. Donc, vous avez cette hypophyse, il va sécréter deux hormones qu'on appelle hormones folliculo-stimulantes et hormones lutéinisantes. Cette première hormone, elle joue un rôle fondamental, surtout sur la première phase, mais la phase folliculaire, J1 à J14. Voici en tiré qui vous montre la sécrétion FSH au cours de la première phase, au cours du J14 et au cours de la deuxième phase, la phase lutéale. Donc, on peut diviser le cycle menstruel de la femme en trois phases. J1 à J14, c'est la phase folliculaire. On l'appelle la phase folliculaire, ou là la phase pré-ovulatoire, ou là la phase œstrogénique, parce qu'il y a uniquement la sécrétion des œstrogènes. Il n'y a pas de progestérone. Deuxième phase, un seul jour, c'est l'ovulation, la phase ovulatoire. C'est J14, c'est là où se fait la pente ovulatoire et la libération de l'ovocyte 2 avec son premier globule polaire. J14 à J28, c'est la troisième phase, c'est après la pente ovulatoire. On l'appelle la phase lutéale. Pourquoi? Parce qu'il y a la formation de le corps jaune. Où il y a la phase œstroprogestative. Il y a deux hormones, œstrogène et la progestérone, œstrogène-progestérone. Ou bien la phase post-ovulatoire. FSH, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle qui va stimuler la folliculogénèse. C'est elle qui va ordonner aux deux ovaires, l'ovaire droit et l'ovaire gauche, pour qu'ils nous préparent un follicule mûr ou la follicule de Graaff. Que 4 follicules primordiaux qui vont entamer la folliculogénèse. Donc, ces follicules primordiaux, tous, vont se transformer en follicules primaires. Tous ces follicules primaires vont se transformer en follicules secondaires sous l'effet de FSH. Parce que FSH, c'est elle qui va stimuler la folliculogénèse dans les ovaires. Vers G6 à G7, donc on est ici. Vous remarquez qu'il y a un léger pic de FSH. Il y a une légère augmentation de la sécrétion de FSH. Pourquoi? Parce que vers G6, c'est-à-dire 6e, 7e jour, par rapport au cycle menstruel de la femme, donc de ces 4 follicules, FSH, elle va choisir qu'un seul follicule qui va déterminer sa croissance folliculaire, il va se transformer en follicule cavitaire, elle va se transformer en follicule mûr ou la follicule de Graaff. Les 3 autres vont se transformer en follicule atrésique, qui reste quand même fonctionnel. Pourquoi? Parce que dans follicule secondaire ou bien tertiaire, il y a les cellules de la granulosa, il y a des cellules de la tête interne. Ces cellules de la granulosa, soit qu'il s'agisse des cellules de la granulosa des follicules atrésiques ou les cellules granulosa du follicule mûr, follicule dominant, ils vont tous fabriquer les œstrogènes. Et même c'est pareil pour les cellules de la tête interne des follicules atrésiques et les cellules du follicule dominant de la tête interne vont fabriquer les androgènes. Donc l'origine des androgènes, c'est la tête interne. L'origine des œstrogènes, c'est les cellules de la granulosa qui vont prendre les androgènes, ils vont les transformer en œstrogènes. Et par la suite, ces 3 follicules atrésiques vont dégénérer. L'essentiel que leur dégénérescence, elle n'est pas subite. Il reste quand même quelques jours. Il ne reste qu'un follicule dominant qui va continuer sa croissance folliculaire pour donner un follicule de Graaff. Et vers J14, vous remarquez ici, vous avez 2 pics, FSH, mais le plus important, c'est celui de la LH. Donc, ce pic de FSH, c'est pour provoquer la formation des sites récepteurs pour préparer le terrain pour la LH. C'est-à-dire cette FSH, elle va préparer le terrain pour l'arrivée à la LH. C'est-à-dire, dans tous les membranes cytoplasmiques, les cellules de la granulosa, il y aura la création des sites récepteurs de la LH. Donc, elle va augmenter le nombre des sites récepteurs sur la membrane cytoplasmique des cellules de la granulosa pour préparer le terrain à la LH. Et par la suite, vous avez ici un pic très important de la LH, et c'est la LH, c'est elle qui va provoquer la pente ovulatoire, c'est elle qui va provoquer la déchirure du follicule mûr ou bien follicule de Graaff. Et par la suite, vous avez la libération d'un ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase de la deuxième division, accompagné par premier globule polaire, accompagné par le liquide folliculaire qui était auparavant dans l'entrant, ainsi que les cellules de la corona radiata et les cellules du cumulus ophoïs. Donc, tous ces éléments vont accompagner l'ovocyte 2 avec le premier globule polaire. Le reste va se transformer en follicule diisant
et qui par la suite, sous l'effet de la LH, ce follicule distant, il va donner le corps jaune. Et vous remarquez le corps jaune selon la fécondation. Pour un cycle de 28 jours, s'il n'y a pas de fécondation, ce corps jaune, il va dégénérer, il va mourir vers la fin du cycle. Donc, on l'appelle le corps jaune progestatif. Maintenant, dans le deuxième cas, s'il y a fécondation, le blastocyste qui se trouve dans la cavité utérine, il va libérer une hormone qu'on appelle bêta-ACG qui est déversée dans le sang. Elle va passer dans l'ovaire et c'est elle, cette bêta-ACG sécrétée par le trophoblast, c'est elle qui va permettre le maintien de ce corps jaune qu'on appelle le corps jaune gestatif qui a une durée de vie de 3 mois. Il va assurer le maintien de la grossesse pendant le premier trimestre de la grossesse, premier mois, deuxième mois, troisième mois. C'est pour cela, en cas de menace d'ABRT, les avortements qui sont fréquents au cours du premier cycle, parfois en rapport avec une mauvaise qualité tel le corps jaune. Pour le dernier schéma, c'est pour vous montrer l'effet, donc vous remarquez qu'il y a la sécrétion tel estrogène et progestérone. C'est la folliculogénèse qui est contrôlée par FSH et LH. Les follicules ainsi le corps jaune sont responsables de la sécrétion œstrogène et la progestérone. Donc l'œstrogène sont abondantes au cours de la première phase et la deuxième phase. La progestérone, elle est négligeable de 0,0 au cours de la première phase folliculaire. Donc, c'est 0,00, c'est l'origine terrestre de la progestérone, c'est le cycle précédent. La quantité de la progestérone au cours de la première phase folliculaire, elle est négligeable. Par contre, dans la deuxième phase, la phase lutéale, du fait qu'il y a la présence de le corps jaune, vous remarquez l'augmentation de la sécrétion de l'œstrogène plus la progestérone. L'origine de la progestérone, c'est le corps jaune. Donc maintenant, vous remarquez l'effet des œstrogènes, la progestérone, sur l'endomètre. Ce que vous avez ici, c'est l'utérus. Et on a schématisé avec 2 couleurs différentes uniquement l'endomètre, avec les 2 couches. Ce que vous avez ici, c'est uniquement l'endomètre, qui est la première couche interne de la paroi utérine qui est formée par 3 couches. Vous avez l'endomètre, le myomètre et la sérosse qui ne sont pas visibles. Ce qui nous intéresse, ce schéma, c'est uniquement la couche interne de l'utérus qu'on appelle endomètre ou la muqueuse. La couleur rouge, c'est la couche profonde, résiduelle, tel l'endomètre, qui ne change pas. Elle reste durant tout le cycle menstruel, J1 tel J28. Par contre, la couche superficielle, on appelle la couche fonctionnelle endométriale, qui se désintègre, elle se déchire au cours des règles. Donc, au cours des règles, généralement, la période des règles correspond au premier jour du cycle. Il y a des femmes qui ont un cycle, la durée des règles, 3 jours, 4 jours, elle peut aller jusqu'à 7 jours, mais la moyenne entre 3 à 4 jours. Dans la période des règles, vous avez toute cette partie superficielle endométriale, la couche superficielle de l'endomètre, elle va se désintégrer, elle va se digérer, elle va sortir avec du sang incoagulable et l'ovocyte 2 qui est bloqué en métaphase de la deuxième division. Par contre, s'il y a une fécondation, cette couche, elle reste. Donc, la préparation des 2 couches, elle se fait sous l'effet des œstrogènes et la progestérone. Donc, par exemple, ici, J1 J5, c'est la menstruation. Elle est complètement dénaturée et détruite et elle va sortir avec les règles. Sous l'effet des œstrogènes, ils vont stimuler la préparation de la couche fonctionnelle. Donc, cette couche résiduelle qui reste, sous l'effet des œstrogènes, elle va régénérer, elle va commencer à fabriquer la couche fonctionnelle. Maintenant, après la pente ovulatoire, il y a l'arrivée de la deuxième hormone qui est la progestérone. C'est une couche, l'intervention des 2 hormones combinées, les œstrogènes plus la progestérone. Donc, en plus des œstrogènes qui ont commencé à régénérer la couche fonctionnelle à partir de la couche résiduelle, il y a l'arrivée, après la pente ovulatoire et la formation de le corps jaune, d'une deuxième hormone qu'on appelle la progestérone, qui va faire la continuité de la préparation de la couche fonctionnelle. Et vers la fin, vous trouvez un endomètre de bonne qualité qui est très, très bien préparé sous l'effet des œstrogènes et la progestérone. Si vous avez une fécondation, il y aura le maintien de cette couche fonctionnelle durant toute la grossesse jusqu'à l'accouchement qui va se désintégrer lors de la délivrance. Elle va sortir avec le placenta. S'il n'y a pas de fécondation, cette couche fonctionnelle, elle va sortir avec les règles. Donc, on a dit que la FSH stimule les cellules de la granulosa et la sécrétion des œstrogènes, surtout la phase folliculaire, J1 J14.
La LH, c'est elle qui est responsable de la ponte ovulatoire et la lutéination, la formation de le corps jaune, à partir du follicule déhiscent. La progestérone augmentée à la deuxième partie du cycle pour préparer la nidation. Donc, on a parlé des ovaires, on va passer aux trompes de Fallope.